Il y a quelques mois, un documentaire japonais sortait sur YouTube. Un documentaire a priori tout à fait classique qui parlait juste d'une famille très nombreuse au Japon. Et pourtant, par la suite, de nombreuses vidéos vont sortir pour analyser le film et ses secrets, dont la vidéo de Rainbot qui, à l'heure où j'ai écrit ces lignes, a atteint 2,8 millions de vues. Cependant, aucune vidéo francophone n'est sortie pour analyser le film, donc je vais sans grande prétention profiter de cette opportunité pour vous présenter et analyser en profondeur un film que je trouve extrêmement fascinant, Psycho: The Large Family. Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un film qui m'a profondément marqué. Un film que j'ai découvert un peu par hasard il y a quelques mois et qui a tellement eu un impact sur moi qu'il a fallu que je le regarde encore, et ce de nombreuses fois, pour découvrir tout ce que le film me cachait. Le film s'intitule donc Psycho: The Large Family et c'est une production canado-japonaise de Addison Film. La narration est faite par Veronica Addison, une réalisatrice et productrice la réalisatrice et la productrice de ce film documentaire. Les documentaires de Addison Film sont souvent reliés à la famille et aux problèmes familiaux. Et en 2009, lorsque sort ce film, Veronica avait déjà réalisé beaucoup de documentaires parlant de famille autour du monde. Avant de faire un commencé que j'espère assez succinct du film, ce qui va être compliqué parce que le film est extrêmement dense malgré ses 1h35, je vous enjoins vraiment à aller regarder le film par vous-même avant de continuer la vidéo. Comme j'ai dit, le film ne fait qu'1h35, c'est pas très long, et même si en connaissant ses principaux points d'intrigue, on peut toujours l'apprécier, vraiment, il n'y a rien de mieux que l'excitation de la découverte de ce film. C'est pour ça que je vous demande une dernière fois de regarder le film avant de regarder la vidéo. Je vous mets le lien du film évidemment en description pour que vous ayez le voir. Voilà, donc ceux qui restent avec nous, vous n'avez vraiment pas envie d'écouter mes conseils, pas peur du spoil ou alors juste vous avez vu le film. Donc on va pouvoir rentrer dans le résumé du film qui, je vous avoue, va être assez dense. Le film commence donc par un écran de production, nous donnant le nom de la production, Addison Film. L'action se situe à Tokorozawa, dans la préfecture de Saitama. La voix off de Veronica décrit alors la ville en parlant de Monsieur Matsusaka, un joueur de baseball devenu très célèbre là-bas. Elle interroge d'ailleurs des enfants sur leur joueur de baseball préféré. La voix off de Veronica explique que malgré que la ville soit une ville moderne, il y a des quartiers bien plus traditionnels. On arrive doucement devant une maison de ce type avec un panneau indiquant Résidence Ura. Puis nous arrivons dans une scène dans la rue où la réalisatrice se présente. C'est très écrit et un peu gênant, donc passons. Elle décrit la situation alarmante de la natalité au Japon avant de parler de la famille du documentaire, une famille extrêmement nombreuse du coup en contraste avec cette natalité. Un panneau nous montre que l'action se situe en avril 2009. Véronica entre dans le jardin de la famille et on voit un potager où la mère et plusieurs enfants y ramassent des légumes pour le petit déjeuner. Dans la scène suivante, le petit déjeuner commence dans une bonne ambiance, assez bon enfant, et on nous montre plus précisément les membres de la famille. Nous avons Sumio, le père, de 39 ans, Tsukasa, la mère, de 45 ans, Mikan, la deuxième fille, de 24 ans, Ryuta, le deuxième fils, de 17 ans, Rie, la troisième fille, de 16 ans, Raymond, la quatrième fille, de 13 ans, Dan, le quatrième fils, de 12 ans, Sumomo, la cinquième fille de 6 ans, et Raichi, le cinquième fils de 5 ans. Ça fait déjà beaucoup d'enfants. Pendant le repas, Sumio propose une sortie pour manger dehors. Les enfants ne réagissent pas et Sumio insiste gentiment pour avoir une réponse. Mais soudain, Rie balance son bol à Sumio et se lève pour le frapper devant l'inaction totale de la famille et de Veronica qui place juste ses mains devant sa bouche. Super, merci Veronica, c'est très utile. Et même Sumio ne répond pas à ses coups. Les autres enfants ne réagissent pas, seul Tsukasa intervient pour essayer de l'en empêcher. Au final, même Ryuta se lève et verse de la soupe qui est sûrement bouillante sur Sumio, avant que Rie et Ryuta s'en aillent tous les deux de table. Veronica est choquée, se demandant en voix off où sont passées les valeurs traditionnelles japonaises, où le père était très respecté.
Et pendant que la voix off de Veronica explique que ce genre de violence est de plus en plus commune dans les familles japonaises, Raymond et Dan vérifient que Sumomo et Raichi, les plus petits, ne soient pas apeurés par ce qui vient d'arriver. Veronica qualifie cette attitude de Katenai Buryoku, violence domestique. Veronica annonce alors que Sumio est en fait le deuxième père de cette famille. Le premier mari était Keiichiro Ura, le vrai père des enfants à part Sumomo et Raichi. Et 7 ans plus tôt, il a disparu. Sumio était manager dans le travail partiel de Tsukasa, qui se sentait perdu à l'époque sans son mari. Il voulut alors l'aider et se dit qu'il pouvait être le nouveau père de cette famille. Les parents de Sumio étant morts quand il était jeune, il voulait avoir sa propre famille. Bien qu'il aimerait que les enfants de Keiichiro l'appellent papa, ces derniers ne le considèrent pas comme son père. On peut le voir avec les interviews de Raymond, Dan et Ryuta, qui ont l'air de trouver plus Sumio chiant qu'autre chose. Dans la même journée, vers midi, Veronica demande à Tsukasa, alors en train de nourrir les deux derniers, si elle a un travail. Cette dernière répond qu'elle n'a plus de travail et que la famille vit des salaires de Sumio et Mikan. Et qu'elle aimerait travailler, mais... Elle amène alors leur repas qu'elle préparait dans une chambre pour un personnage que l'on n'a pas encore vu. Il s'agit en fait de la chambre de Gookie, le premier fils, âgé de 23 ans. Ce dernier voulait devenir un pro du baseball, mais il a arrêté le lycée en première et est même devenu un voyou. Après ça, il est devenu un hikikomori. Alors, un hikikomori, c'est généralement un jeune homme ou une jeune femme, mais plus souvent des jeunes hommes, qui va s'enfermer dans sa chambre et vivre au crochet de ses parents pendant des mois, voire des années, à cause de problèmes de pression dans les milieux scolaires ou du travail. On peut aujourd'hui en compter presque 1 million au Japon, c'est donc un phénomène très répandu. Veronica demande alors ensuite la signification des caractères que l'on peut voir sur la porte de Gookie, et Tsukasa répond qu'il s'agit simplement de calligraphie en rapport avec le baseball, montrant que Gookie semble toujours avoir cette passion malgré qu'il se soit enfermé dans sa chambre. Le soir, Veronica en voix off nous tease un peu en nous disant qu'il y a d'autres événements inquiétants dans la famille, mais sans nous en dire plus. Et alors qu'à 20h, Mikan part pour son travail d'infirmière de nuit, à 23h, les plus petits vont se coucher dans une chambre. On voit ensuite une conversation entre Sumio et Tsukasa, mentionnant le travail de Mikan et le fait que Rie soit dehors à une heure extrêmement tardive. Mais soudainement, Sumio demande si Tsukasa a des nouvelles de Ringo. On nous présente un nouvel enfant caché de cette famille, Ringo, la première fille de 25 ans, ayant quitté la famille après avoir été diplômée pour aller à l'université de Tokyo et ayant trouvé du travail 3 ans plus tôt. Mais encore une fois, il y a un problème. Veronica demande alors à Tsukasa des informations sur Ringo, et cette dernière lui dit que Ringo a cessé de leur donner des nouvelles depuis 6 mois, et que son numéro de téléphone ne marche plus. Elle semble donc avoir déménagé. De plus, elle semble également ne pas avoir donné de nouvelles à ses anciens collègues et avoir démissionné du travail qu'elle aurait trouvé. Et plus personne n'a de nouvelles d'elle. Veronica demande son avis à Sumio sur la question, et ce dernier répond qu'elle était contre leur mariage, et que c'est peut-être pour ça qu'elle a quitté la maison. Il se sent donc responsable et est très inquiet pour elle. Quelques jours plus tard, nous sommes à Yokohama, dans la préfecture de Kanagawa, où Sumio est venu seul pendant des vacances. Il dit qu'il est venu ici pour trouver Ringo. Il avait trouvé un indice faisant croire que cette dernière se trouverait ici. Veronica décrit son chemin dans ce qu'elle décrit comme être des rues sombres. Bon, faut pas exagérer, je trouve. Et Sumio arrive finalement devant une sorte de sex shop, ok, c'était inattendu. Il s'agit d'un ozukuten, une sorte de maison close, mais où les femmes ne plongent jamais de pénétration. Tout s'arrête avant ce moment. Veronica ajoute dans une sorte de jugement un peu mal placé. What's the point? Qui, on va pas se le cacher, est une réplique assez bizarre étant donné la situation. Sumio aurait appris que Ringo travaillerait dans cet endroit sous le nom de Apple. Sumio demande donc une réservation avec Ringo et il va dans le magasin prétendant être un client avec une caméra cachée. Il finit par entrer dans le lieu guidé par Apple, une casquette cachant son visage. Il l'enlève et il demande à Apple si elle est Ringo. Cette dernière répond que non, puis pleure et lui demande pourquoi il est là et même lui demande de partir. Ce dernier lui dit que sa mère s'inquiète et lui propose de rentrer ensemble à la maison. Mais Ringo appelle la sécurité, disant que c'est un homme dégoûtant pour faire partir Sumio, qui finit par se faire virer. Veronica demande par la suite comment était-ce de retrouver Ringo à Sumio. Ce dernier répond que c'est bien, mais qu'il ne sait pas comment l'annoncer à Tsukasa. Il finira par le dire en le rentrant le même soir à Tsukasa, en lui disant qu'il faut la sauver pour qu'elle ait une vie normale. Une semaine plus tard, alors que Sumio a tenté plusieurs fois d'aller voir Ringo sans succès, Veronica commence à énumérer les problèmes propres à la famille que l'on a vu plus tôt, en ajoutant qu'un autre drame a touché la famille Ura. Le plan suivant nous montre Ryuta allongé au sol dans le jardin en sang.
Sumio a trouvé ce dernier qui était tombé de l'étage. Une ambulance est immédiatement appelée, mais 15 minutes après l'appel, toujours aucune ambulance n'est arrivée. L'ambulance est en fait coincée dans la rue principale et ne peut aller jusqu'à la maison. Alors Sumio met Ryuta sur son dos pour l'emmener à l'ambulance en courant. Sumio court dans les rues jusqu'à finalement atteindre l'ambulance en portant Ryuta sur son dos. Lui et Tsukasa montent dans l'ambulance, Sumio semblant réellement s'inquiéter pour le jeune homme. La voix off de Véronica nous indique que Ryuta souffre de plusieurs blessures à la tête et elle demande « Est-ce qu'il va s'en sortir ?» Le jour suivant, Véronica demande à Sumio à l'hôpital comment va Ryuta, et ce dernier dit qu'il a échappé de justesse à la mort, mais il est toujours inconscient. Dan ajoute que l'année précédente, Raymond avait également eu un accident à vélo alors que le vélo fonctionnait très bien, et elle avait dû être hospitalisée. On passe rapidement à la maison de la famille où Tsukasa finit de passer un appel téléphonique, puis elle dit en interview à Véronica qu'elle souhaiterait vraiment aller à l'hôpital, mais qu'elle doit rester pour s'occuper de Gookie. 4 jours passent et Sumio retourne à Yokohama dans l'espoir de voir Ringo. Il attend que Ringo sorte pour pouvoir lui parler et lui annoncer l'hospitalisation de Ryuta, et cette dernière accepte de l'écouter. Il se pose dans un parc et Sumio lui explique la situation, lui demandant de revenir en lui disant que tout le monde l'attend. Et lui dit qu'il ne lui demande rien de plus que de revenir, même pas d'expliquer pourquoi elle est partie ou comment elle en est arrivée là. La voix off nous explique alors que Ringo a fini par s'expliquer et qu'elle s'est fait en fait avoir par un ancien petit ami qui lui a refilé toutes ses dettes et que c'est la raison de ce travail. Ringo dit qu'elle aurait honte de revenir et la scène s'arrête là. 2 jours plus tard, Ryuta se réveille et c'est bien grâce à Sumio qu'il a pu être sauvé. Mikan, en expliquant cela, appelle Sumio son père, ce qui est déjà une bonne voie pour l'objectif de Sumio. Sumio, quant à lui, est très heureux de voir Ryuta réveillée. Et quelques jours plus tard, c'est Ringo qui revient vivre dans la famille. Elle est très heureuse de pouvoir revoir sa famille, mais inquiète de savoir si elle va être acceptée. On apprend alors que Sumio a payé les 50 000 de dettes de Ringo en prenant sur un compte qu'il gardait pour les moments difficiles. Tsukasa, ne démontre pas tellement de joie en accueillant sa fille, alors que Ringo, elle, est en larmes, tout comme Véronica d'ailleurs. Une semaine plus tard, Ryuta sort de l'hôpital et Ringo est de nouveau dans la famille, qui est donc enfin réunie pour la première fois depuis plusieurs années. Sumio fête ses 2 retours et tout le monde est très heureux, enfin tout le monde sauf Rie. Toute la famille rit ensemble pendant le repas, dans une bonne ambiance, jusqu'à ce que Rie monte soudainement sur la table et frappe à nouveau Sumio, mais cette fois, elle est empêchée par Ringo. De plus, Ryuta donne une serviette chaude à Sumio pour qu'il puisse se rétablir. Nous arrivons à la moitié du mois de mai. Véronica arrive alors que la famille fait des exercices matinaux retransmis à la radio. Tsukasa dit que c'est elle qui a dit à Sumio que la famille était habituée à ces exercices, alors Sumio a proposé de les reprendre. Les deux en profitent pour annoncer à la caméra qu'ils sont officiellement mariés depuis la veille. Le midi, Tsukasa invite Véronica à manger avec eux. Elle lui présente un plat, le oyakudon, donc un mélange d'œufs et de poulet, où normalement l'œuf et le poulet ne sont pas liés, mais que dans sa recette à elle, les deux sont parents-enfants. Et les enfants se posent la question quand leur mère révèle qu'il s'agit de Cookie, une poule avec qui les enfants jouaient quelques minutes plus tôt. Et les enfants sont choqués au début, mais continuent quand même de manger le plat, alors qu'un plan montre que Véronica semble un petit peu décontenancée par la situation. Par la suite, Ringo amène sa nourriture à Gookie. Le caméraman essaie donc alors d'entrer dans la chambre, nous laissant le temps de voir d'autres calligraphies, mais nous ne voyons pas plus. Dans l'après-midi, Tsukasa crie sur ses petits-enfants, car ces derniers jouent dans le potager, et qu'elle leur a déjà dit plusieurs fois qu'elle ne voulait pas qu'ils jouent là, et ajoute cette phrase « Ok, bon, on reviendra peut-être dessus ». Par la suite, Véronica va dans la chambre des plus petits, où Raichi dessine avec son père. Il dessine un chat, et Sumomo dit qu'elle a vu le fantôme de Enrique près du potager. Véronica demande alors qui est Enrique. Et c'est Dan qui répond qu'il s'agit du chat qu'ils avaient avant. Il dit que quand le premier père a disparu, le chat est mort à peu près en même temps, et ils l'ont enterré dans le jardin. Véronica demande alors à Dan ce qu'il étudie, et ce dernier répond qu'il étudie la santé et l'éducation physique. Car sa mère parle souvent d'assurance santé, d'assurance vie, alors il se dit qu'il devait étudier ces matières à fond. Ensuite, on a droit à plusieurs contes poupes assez anodins, Tsukasa qui arrose les plantes de son petit potager, la chambre de Gookie dans le noir, et un plan sur une corbeille à fruits.
Arrive un nouveau soir, Sumio propose alors de déménager à la famille, disant que la maison devient vraiment trop petite en ajoutant qu'il est maintenant leur père de manière officielle. Tout le monde semble plutôt réticent à cette idée. Plus tard dans la nuit, Sumio et Tsukasa ont à nouveau une conversation ensemble, qui semble d'ailleurs être filmée un peu contre leur gré par Véronica, mais passons. Sumio dit qu'il pense qu'il y a quelque chose dans cette maison, et que ce serait ça qui causerait les accidents successifs. Tsukasa affirme qu'ils n'ont pas d'argent, tandis que Sumio affirme qu'il aura bientôt de l'argent. Et il parle également de l'argent que Tsukasa est censé recevoir. Il affirme également que les petits ont peur des fantômes de la maison, et parle alors de l'accident de Takaharu et de la disparition de son ancien mari, ce qui met un peu Tsukasa en colère. La voix off nous présente alors le troisième fils, Takaharu, encore un enfant dont on n'avait pas entendu parler jusqu'ici, qui est mort à l'âge de 9 ans plus tôt justement, en se noyant par accident. Véronica interroge Sumio sur les raisons qui feraient que la famille ne voudrait pas déménager par la suite, et il pense que c'est parce qu'ils ont tous grandi dans cette maison. Elle l'interroge ensuite sur l'argent dont il parlait la veille, et il répond que comme cela fait 7 ans que le précédent mari a disparu, il est considéré comme mort et qu'ils vont donc toucher l'argent de l'assurance vie. Véronica se pose alors la question de pourquoi tout cela arrive à la famille, tout étant visiblement relié à la disparition du père il y a 7 ans. Elle demande à Ringo comment était son père. Elle décrit comme gentil et pensant à sa famille. Véronica lui demande alors pourquoi il a disparu et Ringo ne sait pas quoi répondre. Dan répond à la même question en disant qu'il jouait avec son père et qu'il était très gentil. Cependant, il lui arrivait de battre ses sœurs et de se mettre en colère et que ça lui faisait un peu peur. Bon, déjà le portrait est un peu plus nuancé. Il ne se rappelle plus trop de cette époque où il a disparu et que son père pouvait pas travailler à cause de problèmes de santé. Il ajoute que c'était un sujet de conversation très récurrent entre sa mère, ses sœurs et ses frères plus âgés. Véronica interroge ensuite Ryuta sur la disparition de leur père. Ce dernier parle alors d'un autre programme TV qui était déjà venu pour avoir des informations sur leur famille nombreuse, et cette émission leur avait dit que la famille était maudite à cause d'une photographie hantée. Par la suite, Tsukasa est interviewée et elle explique tous les événements reliés à cette photo, comme quoi malgré qu'elle la jetait sans arrêt, la photo réapparaissait toujours dans la boîte aux lettres, sur le sol, etc. Elle a même demandé à être exorcisée. Véronica intervient alors pour souligner que la famille semble maudite car les malédictions existent au Japon. On revient ensuite sur Sumio qui dit ne pas croire à ce genre de choses, mais il pense quand même que la maison est troublée et qui va essayer de persuader ses enfants de déménager. Le lendemain matin, Ringo et Mikan préparent le petit déjeuner et préparent même un bœuf avec une épice spéciale pour leur père. Ce dernier en mange et aime ça, tandis que Dan dit que ce plat spécial était également un plat que son père à lui, Kiichiro, avait très souvent et que le chat en mangeait aussi beaucoup. Il est interrompu par sa mère qui lui dit de continuer à manger. Par la suite, Ringo amène encore une fois son repas à Gookie et le caméraman en profite également à nouveau pour filmer discrètement dans la chambre. Et on voit Ringo chuchoter des choses à son frère tandis que Gookie acquiesce. On coupe alors au repas du soir, l'ambiance y est bonne. Véronica en off remarque qu'en un mois depuis le début du documentaire, les enfants ont l'air beaucoup plus joyeux et acceptent beaucoup plus Sumio. Alors que tout le monde parle, Rie se lève pour jeter à nouveau des soupes miso sur Sumio. Elle recommence à le frapper et à l'insulter, mais Ringo intervient encore pour essayer de l'arrêter. Mais Rie pousse Ringo. Sumio, encore au sol, se précipite vers Ringo pour vérifier qu'elle aille bien. Il se relève énervé et crie pour la première fois pour Rie, lui donnant même une claque, lui disant que si elle veut battre quelqu'un, qu'elle le frappe lui, mais il n'acceptera jamais qu'elle frappe sa sœur, ni aucun de ses frères et sœurs. Rie ne dit rien, tandis que Sumio dit qu'il l'aime peu importe, car c'est son père. Qu'il aime chaque enfant de cette famille, car c'est lui, le père de cette grande famille. Rie fuit alors la maison, Sumio reste un moment sans bouger, avant de se précipiter dehors pour chercher Rie avec toute la famille. 5 heures plus tard, il retrouve enfin Rie sur un pont. Il va lui parler, s'excuse de l'avoir frappé, et lui dit de rentrer. Elle répond qu'il a beaucoup souffert et demande pourquoi il n'a jamais répliqué avant maintenant. Il répond qu'il ne veut pas frapper ses enfants. Elle demande pourquoi il veut être le père d'une famille si troublée, et il dit alors que lui, il les aime tous. Rie dit qu'elle est heureuse et finit par s'excuser en pleurant. Elle est ensuite interviewée par Véronica et dit avoir compris qu'elle avait agi comme une enfant gâtée. Véronica demande à Rie si elle peut appeler Sumio son père et cette dernière est un peu gênée, elle répond qu'elle ne sait pas encore. Nous arrivons début juin, la famille est dans un minibus pour aller faire du camping ensemble. Et même Gookie est sorti. C'est un mini séjour pour fêter la bonne ambiance qui est vraiment présente dans la famille.
La famille s'amuse tous ensemble près de l'eau, montant les tentes, s'aidant tous ensemble, Véronica interrogeant alors à nouveau les enfants sur Sumio et sur comment les enfants le voient. Les enfants sont alors beaucoup plus enthousiastes à la présence de Sumio. Pendant plusieurs de ces scènes, on voit Gookie d'ailleurs s'entraîner au baseball en arrière-plan, ce qui est peut-être sûrement une bonne chose, montrant qu'il va peut-être enfin sortir de sa chambre. Vient alors une scène de pêche où, alors que Sumio galère à remonter un poisson, tous ses enfants l'encouragent en l'appelant papa. C'est qui le rend extrêmement heureux, et je vous avoue que moi aussi ça me rend super heureux de les voir comme ça. Le soir au bord du feu, Sumio exprime à quel point il est content qu'ils soient tous réunis. Tsukasa affirme également qu'elle est très contente que Sumio et les enfants s'entendent bien, et que c'est la première fois qu'elle les voit si enjoués. Sumio est à nouveau interviewé, et il dit à quel point il est heureux de faire partie de cette famille, et qu'il jure de les aimer pour toujours. Véronica, en voix off, annonce qu'il est temps pour l'équipe de partir, et de laisser la famille. Finalement, quelques jours plus tard, Véronica retourne voir la famille et nous annonce qu'un membre de la famille n'est plus à la maison. En effet, on apprend à ce moment-là que Tsukasa est en fait à l'hôpital dans un coma depuis 10 jours. Pendant le séjour au camping, elle serait tombée d'une falaise en allant aux toilettes et sa tête aurait été sévèrement touchée. Le lendemain matin, Véronica retourne voir la famille pour le petit déjeuner. Ringo prépare à nouveau le plat spécial pour son père en y ajoutant la petite poudre qui est en fait, selon elle, un exhausteur de goût. Elle le goûte elle-même et en propose également à Véronica. Véronica interroge par la suite Sumio sur l'idée de déménager et il ne souhaite pas le faire avant que Tsukasa ne se soit réveillé, même si ça semble extrêmement compromis. Toute la famille mange le petit déjeuner à table, y compris Gookie. Et Véronica dit par la suite qu'elle est désolée pour leur mère à Ringo. Et cette dernière dit qu'ils ont au moins un bon père et que tous les frères et sœurs sont ensemble. Le film se termine sur la voix de Véronica annonçant la fusion des deux familles en disant Family, you are psycho. Le générique commence sur fond de photos de camping avec les enfants disant le nom Psycho, le nom de famille de Sumio, en finissant par Gookie et c'est la fin du film. Psycho. Peut-être que ça vous a fait ça aussi, mais y a pas quelque chose de bizarre avec cette famille ? Non mais je veux dire, qu'on se comprenne. Évidemment, c'est une histoire dramatique. Une famille qui a perdu un père, qui doit se faire à la présence d'un nouveau, et de tous les événements qui sont survenus avec ça, surtout dans les vies de Gookie, Ringo et Rie. Est-ce que vous aussi vous avez ressenti cette impression de malaise pendant le film ? Ces moments qui semblent off, où il y a un silence gênant après les interviews, ou alors Véronica qui traduit les moindres mots japonais, comme si elle devait les faire découvrir, alors que pourtant, elle semble faire croire qu'elle connaît les us et coutumes de la société japonaise. Et attendez, c'est quoi ça ? Mais si là, quand Sumio prend Ryuta pour l'amener à l'ambulance, vous avez vu à la fenêtre de l'étage ? C'est une silhouette. Enfin, ça veut dire qu'il y avait quelqu'un à l'étage quand Ryuta est tombé ? Mais ça veut dire qu'il a été poussé ? En fait, quand on se penche sur les images du documentaire, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup plus de problèmes que ce que l'on pense dans cette famille. On va commencer par cette silhouette-là. Est-ce que c'est lié à la mystérieuse photo fantomatique dont on nous apparaît dans le film ? Non, ça c'est bien humain. Non, je pense qu'en fait c'est Tsukasa. Comme j'ai dit, c'est en se pensant sur les images du documentaire qu'on va découvrir beaucoup de choses. Et un des premiers trucs qu'on découvre, c'est que Tsukasa, elle est omniprésente et surtout qu'elle nous cache beaucoup de choses. Tout d'abord, on peut la voir de nombreuses fois cachée dans le décor lorsque ses enfants sont interviewés. Ici, quand Ringo est interviewé, elle est cachée derrière les vêtements. Quand c'est Dan qui est interviewé, on peut la voir dans le miroir lorsque la caméra dézoome. Pour l'interview de Ryuta, on peut à nouveau la voir dans le fond du décor. Et enfin, lorsque Mikan répond également à des questions, on peut voir sa tête de manière subtile, là, en haut à droite. Il est donc facile à ce moment-là de comprendre que Tsukasa surveille ses enfants lorsqu'ils sont en interview, seuls avec Véronica. Mais du coup, pourquoi elle les surveille à ce moment-là ? Genre, de quoi il parle quand Véronica les interviewe à ce moment-là ? C'est quoi le sujet qui doit tant être surveillé ? So why did Keiichiro disappear? Oh. Ok, il y a clairement un truc qui fait que Tsukasa veut surveiller ce que les enfants disent par rapport à leur père, et surtout, attendez, c'est quoi ça encore ? Là, sur le plan de coupe, sur le genou. Ça, c'est quand Ryuta est à l'hôpital, non ? Mais du coup, sur le papier, il y a marqué quoi ? Selon pas mal de commentaires que j'ai vus, la traduction, en fait, qui est marquée sur ce papier, ce serait que ce serait un papier d'assurance vie.
En fait, on entend souvent parler d'assurance vie dans le documentaire. Déjà, Dan nous dit qu'il étudie ça parce que sa mère en parle souvent, et Sumio nous dit aussi que Tsukasa va sûrement toucher l'assurance vie de son mari parce qu'il va être considéré comme décédé. Et ça veut dire que tout est lié ? Bon, peut-être que je m'emballe, après, on n'a aucune preuve que Tsukasa soit si menaçante que ça. Enfin, surveiller ses enfants, alors, pour pas qu'ils disent n'importe quoi, c'est normal. Et puis, en soi, s'inquiéter d'une assurance vie d'un mari qui a disparu depuis 7 ans, de toute façon, bah, c'est aussi normal. Y a rien vraiment qui nous prouve que... Wow, mais c'est vrai que c'est clairement pas une phrase à dire à des enfants, ça. On en avait parlé pendant le résumé du documentaire, mais c'est vrai que c'est une phrase horrible, ça, comme une mère, de dire ça. En fait, par moments, on a l'impression que la relation de Tsukasa avec ses enfants, elle est fausse. Enfin, je veux dire, déjà, là, il y a cet extrait, là, et puis quand Ringo revient après des mois sans nouvelles et des années sans être passé à la maison, Tsukasa lui réserve un accueil extrêmement chaleureux. Voilà. Cache ta joie, surtout. Et puis même, ne pas se déplacer quand Ryuta est à l'hôpital. Elle nous dit que c'est parce qu'elle doit s'occuper de Gookie. Ok, c'est sympa, mais... Enfin, Gookie, c'est un hikikomori, hein. Le principe, c'est qu'il bouge pas. Elle peut bien partir 1 heure, non ? Et puis aussi, on a ça. Vous voyez pas le problème ? Pourquoi il y a des couteaux plantés comme ça dans les fruits ? Enfin, je veux dire, déjà, c'est pas comme ça qu'on coupe des fruits, et puis en plus, ça a l'air vachement visé, non ? Ok, donc ce passage se passe juste après la chute de Ryuta, et l'anecdote comme quoi Raymond est tombé en vélo l'année précédente. C'est quoi les fruits qui sont visés dessus ? Donc on a un couteau dans un citron en anglais ça se dit lemon, et Raymond, hein, le prénom de la petite, le R en japonais ça se prononce L, donc ça fait Raymond. Et quant au deuxième fruit, c'est un fruit du dragon. Le dragon, en japonais, ça se dit Ryu, et ça se dit Ryu avec le même caractère que dans le prénom Ryuta. C'est bizarre, non ? Et quand, 20 minutes plus tard, on revoit la corbeille de fruits, oh mon dieu, il y a des couteaux partout. Donc on a un couteau qui est planté dans une pomme qu'on a déjà associée à Ringo plutôt dans le film. Apple. Il y a aussi un couteau planté dans une orange, et le caractère du mot japonais pour orange est aussi présent dans le prénom Mikan, et il y en a un aussi dans une poire, et le caractère du mot poire, il est aussi présent dans le nom de Rie. De plus, si on ouvre bien les yeux pendant la première scène de la corbeille, là vous pouvez voir un petit truc blanc tomber là entre les fruits. Alors, j'arrive toujours pas à me décider ce que c'est ce truc, mais une chose est sûre pour moi, c'est qu'on arrive à peu près à discerner un œuf. Et si aucun des enfants n'a le caractère de l'œuf dans son prénom, eh ben Takaharu, le 3e fils, il a le caractère du faucon. Et la taille de cet œuf correspond à peu près à la taille d'un œuf de faucon. Et en plus, l'œuf semble tomber, contrairement à tous les autres fruits. Et Takaharu, c'est le seul enfant qui soit vraiment mort. Bon ok, c'est vraiment bizarre, mais au moins, ce petit passage là sur la corbeille de fruits nous montre un truc. C'est que les caractères et les jeux de mots ont une énorme importance dans le film Psycho. Du coup, s'ils ont autant d'importance que ça, peut-être qu'on doit en chercher ailleurs. D'ailleurs, en plus des jeux de mots sur la langue japonaise, il y a aussi des jeux sur la phonétique entre le japonais et l'anglais. Parce que, déjà, rien que le nom de famille, Psycho. Psycho, c'est aussi la prononciation pour psycho en anglais, qui veut dire psychopathe. Du coup, quand à la fin du film, Véronica dit ça, You're a psycho. on peut clairement l'entendre comme you're a psycho, genre vous êtes des psychopathes. Mais ça c'est vraiment que le sommet de l'iceberg des jeux de mots qu'on peut trouver dans Psycho le film, du coup, pas le mot. Alors juste avant de continuer, je tiens à dire que je suis une bille en japonais, hein, moi je fais juste Duolingo depuis quelques temps. Donc, la plupart du temps, depuis que je parle des caractères japonais dans le film, je me base surtout sur les commentaires sous la vidéo YouTube qui expliquent ça bien mieux que moi et qui comprennent bien mieux que moi. Donc là, je fais juste que vous retranscrire ce qu'ils ont dit. Mais bref, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que tous les caractères semblent avoir leur importance, que Tsukasa cache un sombre secret et que ce secret a l'air clairement lié à Keiichiro Ura, le premier père de la famille. Bon, c'est bien beau tout ça, mais où est-ce qu'on peut trouver d'autres caractères japonais ? Les travaux de calligraphie de Gookie. À chaque fois qu'on voit la chambre de Gookie, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, on a des travaux de calligraphie faits avec des caractères japonais. Et avant de les lire, en fait, je vais devoir faire une petite parenthèse pour vous expliquer un concept qui va être primordial pour la compréhension des jeux de mots par la suite, c'est le onyomi.
Comme vous le savez peut-être, le japonais, comme quasiment toutes les langues du monde, est une langue qui a évolué en piochant dans d'autres langues. Et la langue qui a été sûrement la plus influenceuse pour la langue japonaise, c'est la langue chinoise. Aussi, il y a beaucoup de caractères japonais qui viennent en fait de caractères chinois archaïques. Mais évidemment, les langues ont toutes les deux beaucoup évolué depuis, autant sur le plan manuscrit que sur le plan oral. Là, je veux en venir, c'est que le onyomi désigne la lecture phonétique de ces kanji dans la langue japonaise, tandis que le kunyomi, c'est la lecture sémantique de ces mêmes caractères. En gros, pour résumer extrêmement grossièrement, parce que je suis clairement pas un expert sur le sujet, plusieurs caractères peuvent avoir des onyomi qu'on peut remplacer du coup, et ce qui va donner à une phrase un sens complètement différent, que ce soit autant phonétiquement qu'autant que dans ce que la phrase peut dire au final. Et ce sont principalement ces caractères qui vont amener tous les jeux de mots que l'on va pouvoir voir dans les travaux de calligraphie de Gookie. Maintenant, penchons-nous sur chacun d'eux par ordre d'apparition. Je tiens directement à m'excuser parce que je parle pas japonais, donc ma prononciation va être sûrement très bancale. Bato Ipatsu Duchanshida. Le tout premier exercice de calligraphie que l'on voit dans le film nous est expliqué par Tsukasa comme ayant une signification reliée au baseball. Et en effet, quand on le traduit, on peut traduire ça par 13 coups avec une batte. Cependant, en songeant ce caractère, Ju, par son onyomi qui est le to, on a bien Bato Ipatsu Tochanshida, ce qui signifie alors papa est mort en un seul coup. Ha ha ha, saiku desu. Ici, la première lecture peut simplement se traduire par ha ha ha, on est les meilleurs. Cependant, le ha, quand utilisé comme une conjonction, peut se lire wa, ce qui nous donne alors ha ha wa saiku desu, et en jouant sur la prononciation de saiku, qu'on peut lire saiku en japonais mais aussi saiko, ça nous donne haha saiku desu, ce qui devient alors haha maman est une psychopathe. Kyodai iko rosu. Encore une calligraphie que l'on peut relier au baseball puisque ça veut dire coup fort allez Ross. Mais cependant, en prenant en compte que le iko peut se lire ko, on passe alors à kyodai korosu, ce qui signifie tuer mes frères et sœurs. Chi ni me ga otoke taka. Cette calligraphie signifie le savoir est le Bouddha, faucon. Celui-ci est beaucoup plus abstrait et compliqué, mais on peut déjà voir le caractère de Taka, qui est le même que dans Takaharu, le troisième fils décédé. Ici, le premier caractère Chi peut se lire Shi, et le caractère de Taka peut être remplacé par son onyomi Yu, ce qui nous donne alors Shinime wo Otokeyu, ce qui peut être traduit à peu près grossièrement par résolvons ces morts, Mokoruchu Shikanya. La dernière calligraphie qu'on nous présente dans le film est également une des plus décisives pour la conclusion du film. Pourtant, encore une fois, on dirait qu'on est face à une citation liée au baseball. Tigre féroce, il ne reste plus que Ross maintenant. Ici, un simple changement phonétique nous donne alors une phrase complètement différente. Mo Korosu Shikanai, qui signifie maintenant il ne reste plus d'autre choix que de la tuer. Bon. L'évolution des messages semble clairement indiquer que Tsukasa a orchestré la disparition de son mari en forçant Gookie à le tuer et sûrement à commettre aussi les accidents qui ont eu lieu pour ses frères et sœurs. Et le dernier travail, mentionnant le fait qu'il ne reste plus que d'autre choix que de la tuer, est vu uniquement quand Ringo chuchote quelque chose à l'oreille de Gookie et que celui-ci acquiesce. On sait que Tsukasa a fait une chute lors du camping et c'est ce qui a causé son coma. Mais en soi, on n'a aucune preuve de ça. C'est vraiment ce qui s'est passé. Comme j'ai dit, pendant tout le camping, on a Gookie qui s'entraîne au baseball. Et à la fin du documentaire, on a essentiellement de deux photos. D'abord, on a Gookie qui pointe sa batte à la caméra. Et dans la suivante, on a Tsukasa au centre de l'image, pile devant la batte si on mettait les deux photos ensemble, et qui semble apeuré. Est-ce que c'est possible que ce soit Gookie, avec l'aide de Ringo, qui ait orchestré l'accident de leur mère pour ne plus être sous son emprise? Bon, on a déjà plusieurs éléments qui permettent de regrouper pas mal d'infos. Mais il reste encore des détails qui nous dérangent. Genre le père, il est passé où? Enfin, comprenez-moi, j'ai bien compris qu'il avait pas disparu et qu'il avait clairement été tué. Mais son cadavre, il est où? Enfin, je veux dire, un cadavre, ça se cache pas comme ça. Enfin, je veux dire, il y a forcément un... Non. Si? Et si Keiichiro était juste là, enterré sous le potager?
et que, d'une manière assez poétique, c'était lui, avec l'engrais que fait son cadavre, qui nourrissait sa famille des années après. D'autant que c'est vers le potager aussi que Raichi et Sumomo ils ont cru voir le fantôme du chat, Enrique. D'ailleurs, on peut revenir sur ce chat 2 minutes et comment il est mort? Non, parce que ça a l'air d'être vachement lié à la mort de Keiichiro. Quand au milieu du film, Ringo commence à faire le plat spécial pour Sumio avec cette petite poudre, Dan nous précise que c'était le plat préféré de son père et du chat. Est-ce que la poudre que Ringo mettrait, ce serait un poison? Et que ce serait ce poison qui aurait assez affaibli Keiichiro pour que Gookie puisse l'achever et qui aurait buté le chat? Mais dans ce cas, pourquoi Ringo, elle l'emmène dans la bouffe de Sumio? Je veux dire, c'est grâce à lui qu'elle est revenue dans la famille. En plus, elle le goûte elle-même à la fin et elle en fait goûter à Véronica. Mais attendez, là en plus, pendant l'interview de Sumio, derrière la fenêtre, c'est Ringo encore. En fait, il y a vraiment un truc bizarre avec le montage de ce documentaire. Je veux dire, tous ces éléments, il y en a quand même pas mal qui ont été pas difficiles à découvrir. Enfin, je veux dire, c'est comme si le film mettait en avant les choses pour que... Oh mon dieu, c'est une fiction! Bon, vous vous en doutiez sûrement, parce que déjà, c'est le principe de cette chaîne, mais le film n'est pas un documentaire, mais un documenteur. Et d'ailleurs, un très bon documenteur. Aussi, faisons les choses correctement, et laissez-moi vous représenter le film comme il se doit. Donc, le nom complet du film, ce n'est pas Psycho The Large Family, mais Banned from Broadcast The Movie, Psycho The Large Family. Et avec cette information, on apprend qu'en fait le film fait partie d'une collection de fausses archives qui s'appelle Banned from Broadcast, une collection de fausses archives comme il en existe énormément au Japon. Et cette saga, elle est l'œuvre de Toshikazu Nagae, et pas du tout de Veronica Addison. D'ailleurs, petit fun fact, 1 an après Psycho, Nagae, il va tourner un film qui s'appelle Paranormal Activity Tokyo Night, qui est genre une suite de Paranormal Activity 1, mais sans les droits, et qui, à un détail près, peut très bien s'installer dans la timeline de Paranormal Activity, mais on reparlera de ça une autre fois. Mais revenons sur la saga Banned from Broadcast. Ces derniers comptent en fait 10 films, 7 moyens métrages d'à peu près une quarantaine de minutes, et 3 longs métrages, dont fait partie Psycho. Chacun des métrages étant indépendant des autres, et nous présentant un film, un reportage, un documentaire, ou une archive étant censée avoir été faite pour la télévision, mais ayant été supposément bannie de cette dernière pour du contenu trop choquant. Et en effet, avec tous les éléments que du coup on a pu repérer dans la dernière partie, on peut comprendre pourquoi Psycho aurait finalement été banni de la télévision. Donc maintenant qu'on sait que tous ces éléments ils ont été mis en scène pour nous faire comprendre l'histoire cachée de la famille Urasaiko, penchons-nous dessus. Alors, que peut-on déduire avec tous les éléments qu'on a jusqu'à présent? Pour moi, avec tout ce qu'on a découvert, voilà ce qui se cache derrière la famille Ura. Donc 7 ans avant les événements de Psycho, la famille était donc composée de Keiichiro et Tsukasa, les deux parents, et de leurs enfants, Ringo, Mikan, Gookie, Ryuta, Rie, Raymond et Dan. Takaharu était mort d'un accident déjà 1 an plus tôt, mais avec les informations qu'on a, on peut se douter que cette mort n'avait peut-être rien d'accidentel. En 2002, donc, Keiichiro, décrit comme un père intentionné mais un peu sévère, disparaît. Avec les points qu'on a vus précédemment, on peut comprendre que Tsukasa a en fait organisé le meurtre de son mari. Dans un premier temps, du coup, avec du poison, notamment avec la poudre spéciale dont on entend parler pour la première fois quand Sumio en mange dans Psycho, et qui a été préparé du coup par Ringo et par Mikan, et qui était donné du coup au père et au chat parce que ça a été mis dans son plat qui était son plat préféré. Mais grâce au Kaikafi de Gookie, on peut se rendre compte que le coup fatal a été donné avec un coup de batte et non pas avec ce poison. Par la suite, sûrement pour éviter une enquête, on peut supposer que Tsukasa, accompagné sûrement de ses enfants, a enterré Keiichiro dans le jardin, là où ils feront un potager, et c'est pour cette raison que Tsukasa est si agressive envers les petits dans Psycho quand ces derniers jouent autour du potager. A ce stade, on peut seulement imaginer les raisons pour lesquelles Tsukasa a fait en sorte que ce meurtre se produise, et la raison principale c'est sûrement l'argent. On a à peu près 2 preuves de ça dans le film Psycho. La première, c'est que Keiichiro ne travaillait plus depuis quelques temps quand il a disparu. Et la seconde, c'est que Tsukasa est souvent entouré de choses qui ont un rapport avec les assurances et les assurances-vie, Dan ayant tellement entendu sa mère parler de ça, qu'il a commencé à l'étudier à fond tout ce qui est santé. Ensuite, on a une sorte de vide de 7 ans dans notre timeline jusqu'à arriver à Psycho.
vide dans lequel, sûrement traumatisé par le meurtre de son père, Gookie va devenir un hikikomori. Ringo va faire en sorte de fuir la maison le plus vite possible et Rie va changer drastiquement de comportement. Si c'est ces derniers qui ont le plus de réactions, c'est sûrement parce que ce sont eux qui ont le plus participé au meurtre de leur père. Et c'est également pendant ces 7 ans que Sumio va devenir le beau-père et que vont naître Sumomo et Raishi. Nous arrivons donc à la timeline du film, un moment où Tsukasa est sur le point de toucher l'assurance vie de Keiichiro, mais cependant ça ne semble plus lui suffire. En effet, on nous évoque l'accident de Raymond un an auparavant, et on voit aussi celui de Ryuta, qui on l'a bien vu n'est clairement pas un accident. D'ailleurs, c'est juste après l'accident de Ryuta que les premières mentions d'assurance vie sont faites avec ce papier sous le genou de Tsukasa. Tout laisse à croire que Tsukasa ne voit qu'en ses enfants plus que des porte-monnaies ambulants, ce qui expliquerait le nombre de couteaux qui augmente d'un coup dans le film sur les fruits dans la corbeille. Je pense qu'avec l'arrivée de cette nouvelle équipe de documentaristes, Tsukasa a commencé à devenir paranoïaque et qu'elle n'a fait plus aucune confiance en ses enfants. Et c'est pour ça qu'elle n'a même pas hésité à pousser Ryuta alors que l'équipe de documentaristes qui pouvait donc filmer ça était encore là. Par la suite, grâce à Sumio, Ringo revient dans la famille. Et on voit clairement à la réaction de Tsukasa que l'arrivée d'un autre enfant connaissant son secret ne la rend pas tellement très joyeuse. Sûrement aussi parce que le retour de Ringo, c'est aussi 50 000 de moins sur un compte que Sumio avait de côté. Et ça doit pas vraiment plaire à Tsukasa. Mais je pense également que le retour de Ringo n'est pas seulement dû au remboursement des dettes par Sumio, mais bien au fait que ce dernier lui ait parlé de l'hospitalisation de Ryuta et qu'elle ait compris que c'était sûrement sa mère qui s'en était pris à lui. Et si la folie meurtrière de Tsukasa ne se limitait qu'à ses enfants, quand Sumio va évoquer l'idée de déménager, il va devenir sa cible principale. En effet, c'est juste après l'idée du déménagement que le plat spécial va revenir dans la famille Ura Saiko, et on peut comprendre que c'est sûrement Tsukasa qui a demandé à Ringo d'empoisonner Sumio. Mais ce détail, on va le mettre de côté, on reviendra dessus dans quelques instants. On arrive ensuite au cas de Rie, qui, quand Saiko commence, frappe Sumio depuis déjà quelques temps. Et on peut peut-être se dire qu'elle fait ça pour le faire fuir et qu'ils ne connaissent pas le même sort que son père. Et ensuite, on en arrive au pique-nique. Là encore une fois, c'est pas vraiment le pique-nique qui est important, mais ce qui se passe en arrière-plan. Gookie qui s'entraîne à la batte de baseball. On sait qu'un petit peu après, Tsukasa a chuté et est tombé dans le coma. Mais avec les informations qu'on a, Gookie qui s'entraîne, les messes basses entre Ringo et Gookie et surtout la dernière calligraphie de Gookie, on peut penser que c'est sûrement lui qui a tenté d'asséner un coup fatal à sa mère pour que la famille ne soit plus sous son emprise. Et c'est là qu'on revient sur le point que j'évoquais tout à l'heure de la poudre, parce que pour moi, je pense que Ringo avait dès le début prévu de faire subir ce sort à sa mère, et qu'elle a fait semblant d'être encore sous son joug, sous son emprise, en mettant de la poudre dans le plat de Sumio sans problème, alors que c'est quand même lui qui lui a un peu sauvé la vie. Et surtout, on voit à la fin qu'elle le goûte elle-même et qu'elle le fait goûter à Veronica, ce qui nous montre bien que cette poudre n'a jamais été vraiment qu'un exhausteur de goût et qu'elle faisait croire à sa mère que c'était le même poison qu'elle avait sûrement dû utiliser pour son père 7 ans plus tôt. Bon, voilà avec les éléments qu'on a, ce qu'on peut dire sur la famille Ura Saiko. Voilà. Je suis pas satisfait. J'ai vraiment l'impression qu'il manque un truc. Enfin, je veux dire... Saiko a pas de suite, ça c'est plutôt logique, tu me diras, mais... attendez, c'est quoi ça dans la filmographie de Nagae, là? Mais si, là, ce film-là, c'est quoi? En fait, je vous ai menti. Si l'histoire semble incomplète, c'est parce qu'en fait, il vous manque vraiment des éléments. En effet, en 2003, Nagae sort Banned from Broadcast 2, The Cursed Large Family. Ça se situe en 2002 et ça nous parle de la famille Ura, vous l'avez compris, 7 ans avant les événements de Saiko, au moment de la disparition de Keiichiro Ura. Donc, résumons un petit peu plus rapidement les événements du film Banned from Broadcast 2. Déjà, dans ce film, on en apprend un petit peu plus sur la vie de la famille Ura. On y voit que la tradition de la gym matinale était déjà très présente et l'ambiance au début semble correcte, le père rigolant avec ses enfants. On voit même une petite scène de petit déjeuner comme on voit dans Saiko, où les plus grands aident Tsukasa à préparer le repas et le petit plat spécial du père et de Enrique le chat. Mais on remarque aussi beaucoup plus vite que dans Saiko que pas mal d'éléments dérangent. Déjà, Keiichiro est bien loin de la description du père aimant
que les enfants en font en 2009. En effet, on voit qu'il frappe tous ses enfants. Et on le voit notamment sur Ringo, qui est la première que l'on voit se faire frapper par son père parce qu'elle a loupé la gym matinale, parce qu'elle avait passé la nuit à étudier. Elle se fait frapper et insulter devant le regard apeuré de Tsukasa et des autres enfants. On apprend également que Keiichiro ne peut pas travailler depuis plus de 2 ans et que ça fait également 1 an que le jeune Takaharu est mort. Pendant le documentaire, certains des enfants commencent à avoir des blessures venant de nulle part, comme sur Rie ou sur Rieta. Et arrive alors une thématique que nous avons déjà entendue dans Psycho, la photo hantée. Selon l'équipe du documentaire, c'est à cause de cette photo que les malheurs se produisent autour de la famille. L'accent est beaucoup plus mis dans ce premier opus sur le côté fantomatique autour de cette photo. Un accent mis à un tel point que l'équipe des documentaristes en vient même à faire venir une médium et à pratiquer un exorcisme sur la famille. D'ailleurs, lors de l'exorcisme, c'est Ringo qui est pris de tremblements et on dirait que l'exorcisme fonctionne sur elle. Plus tard, on dirait que tout va mieux dans la famille Ura et lors du petit déjeuner, on voit Ringo faire le plat spécial du père tout en ajoutant une poudre spéciale qu'elle ne mettait pas avant. Et alors que Dan demande à goûter, sa mère l'en empêche, suivi de plusieurs plans sur les enfants échangeant des regards un peu coupables. On peut également voir, pendant tout le long du documentaire, Gookie s'entraîner au baseball et à frapper fort dans le jardin. Quelques jours plus tard, lorsque l'équipe du documentaire revient après que les enfants et les parents aient passé un petit séjour en camping, décidément ils adorent le camping, on apprend que le père a disparu depuis 5 jours et que le chat est décédé. Mais malgré ça, la famille semble malgré tout heureuse, et même plus unie que lorsque le père était présent. Avant d'essayer de revenir sur les éléments d'interprétation supplémentaires et de résoudre complètement le mystère derrière la famille Ura Psycho, j'aimerais vous donner mon avis sur Band 2. Ouais, je vais l'appeler Band 2 parce que Band from Broadcast 2, c'est long. Pour moi, Psycho est largement mieux maîtrisé que Band 2. On sent une narration beaucoup plus claire et limpide dans ce qu'elle veut, et également une maîtrise des codes de la mise en scène propre au documentaire. En effet, là où Bantu ne semble pas trop savoir sur quel pied danser, en ces 45 minutes, je trouve qu'en 1h35, Psycho arrive à avoir une ligne directrice claire, en cachant des détails sombres et mystérieux pour son public le plus averti. D'autant que je trouve Psycho infiniment plus subtil, avec une horreur beaucoup plus insidieuse que celle qu'on peut voir dans Band 2, et c'est cette horreur-là qui rend Psycho d'autant plus intéressant. Cependant, même si Psycho est un film excellent, c'est une suite plutôt moyenne, parce qu'on perd vraiment l'esprit de Band 2 dans Psycho, puisque Band 2 est surtout relié à des thématiques plus J-horreur à base de fantômes, de médiums et d'exorcistes. Mais comme j'ai dit, comme je trouve que Band 2 est moins réussi que Psycho, ça me dérange pas trop que Psycho ne ressemble pas tellement tant que ça à son grand frère. Je trouve également que c'est plus intéressant de regarder Psycho avant Band from Broadcast 2. Parce qu'en fait, il y a plein d'éléments qu'on va pas découvrir si on regarde Psycho après Band from Broadcast 2. Et je trouve ça un peu dommage. Donc on a vu dans Band from Broadcast 2 que la photo maudite et le surnaturel sont bien plus importants que dans Psycho, et du coup on pourrait penser qu'en fait tous les événements sont reliés à cette photographie. Ce serait cette malédiction qui aurait causé l'accident de Takaharu, les blessures qui apparaîtraient subitement sur les enfants de la famille Ura, et évidemment la disparition de Keiichiro. On peut même aller plus loin en imaginant que c'est à cause de la malédiction que Keiichiro frapperait ses enfants, et que 7 ans plus tard, en l'absence de Keiichiro, ce serait l'influence encore une fois de cette photo maléfique qui ferait que Tsukasa voudrait se débarrasser de tous ses enfants. Et en continuant dans cette voie-là, on pourrait dire que du coup c'est la tentative de meurtre de Gookie sur Tsukasa et le bonheur qu'a apporté Sumio à la famille qui aurait fait en sorte qu'il ne soit plus sous l'emprise de cette malédiction. Mais vous l'avez compris, pour moi cette explication elle est ni satisfaisante, ni vraiment gratifiante. Beaucoup de points restent dans le flou, et même si j'aime le paranormal dans les films, pour moi, dans Psycho, ça amènerait surtout à une sorte de facilité scénaristique, et surtout à un amoindrissement des enjeux, des phénomènes étranges qu'on a dans Psycho. En effet, le paranormal a cette faculté un petit peu bipolaire de pouvoir expliquer tous les événements, parce que ta gueule c'est magique, mais en même temps,
d'enlever l'intérêt qu'on a à comprendre pourquoi ces événements arrivent. Or, dans Psycho, ces éléments étranges sont les plus importants et sont ceux qui nous donnent envie de nous pencher sur l'histoire de la famille Aura en profondeur. Donc penchons-nous pour moi sur ce qui est l'interprétation la plus intéressante de comment ça se fait que tous ces drames arrivent à la famille Ura Saeko depuis des années. Tout commence donc avec Keiichiro, le père de la famille Ura, un homme violent et qui ne peut plus travailler depuis 2 ans au moment des faits. On sait également que 1 an avant Banned from Broadcast 2, Takaharu est décédé d'une noyade accidentelle. Cependant, dans ces films, on ne peut pas croire aux accidents. Pour moi, là, il y a 2 interprétations possibles sur cette mort qui est encore très floue. Soit ce serait Keiichiro qui aurait été violent une fois de trop et qui aurait camouflé son meurtre en noyade, soit ce serait une des premières manigances de Tsukasa pour avoir un peu d'argent grâce aux assurances vie et compenser du coup l'absence de salaire de Keiichiro dans la famille. Là-dessus, je ne vais pas me positionner parce que pour moi, les 2 interprétations elles sont plus ou moins valides. Là-dessus arrive l'année 2002, la première vraie année de bascule pour la famille où l'inutilité de Keiichiro à ramener un salaire plus sa forte tendance à battre ses enfants, qui soit dit en passant est une bien meilleure esquisse pour justifier les blessures des enfants dans Banned from Broadcast 2 que la soi-disant malédiction, va amener que Tsukasa et ses enfants fassent un complot pour tuer Keiichiro. Pour moi, pour les enfants, tuer leur père, c'était surtout éviter les violences. Je pense que Tsukasa, quant à elle, ne pensait vraiment qu'à l'argent de l'assurance vie. Je pense que le plan initial était également limité au poison. Cependant, devant l'exhalade de violence de Keiichiro dans Banned 2, Tsukasa aurait forcé Guki à donner un coup final à son père, ce qui aurait rendu du coup le cadavre un petit peu trop suspect, et ça aurait été la raison pour laquelle il l'aurait caché dans le jardin, mais amenant alors à ce que l'assurance vie mette beaucoup plus longtemps à arriver. De plus, au Japon, une disparition c'est beaucoup moins suspect qu'un meurtre, à cause du phénomène des yoatsu. Les yoatsu, ce sont des personnes qui fuient littéralement leur vie, leur travail et leur famille pour recommencer une nouvelle vie à zéro, pour fuir généralement des dettes ou des travails avec énormément de pression. On en compte à peu près 100 000 qui disparaissent chaque année au Japon, dont évidemment beaucoup sont retrouvés, mais c'est quand même un phénomène très récurrent au Japon depuis au moins plus de 50 ans. D'ailleurs, un des premiers documentaires qui existent, ça s'appelle L'évaporation de l'homme, de Shohei et Imamura, et ça parle justement de ce sujet. Mais je m'égare. Je pense que c'est la trace du coup de ce père violent qui va continuer d'influencer la famille Ura. Tsukasa, déjà assez manipulatrice pour faire en sorte que ce soit ses enfants qui soient les plus responsables du meurtre de Keiichiro, devient encore plus paranoïaque et manipulatrice, faisant en sorte de préserver sa survie à elle plutôt que celle de ses enfants. Guki, après avoir fait preuve d'autant de violence que son père, s'est peut-être identifié à lui et par peur de lui-même ou par peur pour ses frères et sœurs, a fini par devenir un hikikomori et à s'enfermer dans sa chambre. Ringo, culpabilisant du meurtre de son père et effrayé par sa mère, a sûrement fui dès qu'elle a pu la famille, ayant alors un petit copain qui avait sûrement les mêmes travers que son père, mais qui la faisait au moins culpabiliser en étant éloignée de sa famille. Mikan est celle dont on a le moins parlé, mais pour moi je pense qu'elle a pris son travail d'infirmière extrêmement tôt pour ne pas subir le même sort de son père et aussi d'être un dernier point capable de faire en sorte que les petits soient protégés de leur mère. Reste alors Rie, 9 ans à l'époque des événements de Banned 2, clairement traumatisée par son père. Et pour moi du coup c'est à ce moment-là qu'on peut réinterpréter le comportement de Rie dans Psycho. Si on pouvait croire qu'elle frappait Sumio pour le faire fuir de la maison, pour moi je pense que c'est surtout en réminiscence de ce que son père lui infligeait. En effet pour moi si elle frappe Sumio c'est pour montrer qu'elle n'est pas une fille faible et qu'elle ne se fera pas frapper comme son père la frappait avant. Pour moi c'est ce passé lié à la violence de Keiichiro qui va entraîner tous les événements de Psycho. Mais pour autant, je pense que Tsukasa n'est pas toute blanche de base. Pour moi, c'est clairement une femme qui souffre de problèmes mentaux, sûrement liés notamment à la psychopathie, et que la présence de Keiichiro, comme c'était un homme très violent, la retenait entre guillemets dans ses pulsions, bien qu'elle voyait déjà ses enfants comme des outils. Mais, une fois Keiichiro parti, Tsukasa n'a plus aucune barrière. Voilà,
Pour moi, c'est ça l'interprétation la plus probable et la plus intéressante de Psycho. Simplement une histoire tragique et profondément humaine, où l'histoire de la Fanto hantée n'est qu'un prétexte pour Tsukasa ou même de la part des documentaristes pour occulter ce réel bien trop sombre pour eux. C'est bon, on a résolu tous les mystères de Psycho, A Large Family. Bon, du coup, pourquoi je passe pas à la conclusion? Et clairement, là, il reste du temps sur la timeline de la vidéo, donc c'est que je dois parler encore. Enfin, je veux dire, s'il reste un petit peu de temps, c'est que j'ai encore un problème à résoudre. Non? En fait, il y a un autre problème dont on a vite fait parler, mais qu'on n'a pas vraiment traité en profondeur. C'est qui, Veronica Addison? Alors oui, comme ça, ma question est débile. C'est une actrice qui joue la réalisatrice, qui est là aussi pour amener des jeux de mots avec la langue anglaise. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Que l'on regarde sur Letterboxd, IMDb ou n'importe quel autre site, Veronica est toujours indiquée comme étant jouée par Veronica Addison. Du coup, je me suis dit que, comme dans pas mal de documentaires, c'était peut-être une vraie réalisatrice canadienne qui avait joué son propre rôle pour apporter un petit peu plus de crédit au côté documentaire du film et jouer sur cette ambiguïté propre au documentaire. Du coup, j'ai voulu chercher ce qu'elle avait fait d'autre, du coup j'ai tapé son nom sur Google et... Ah, c'est bien, elle a une page Mubi. Il y a sûrement ses travaux. Ah, il y a rien. En plus elle est marquée comme réalisatrice de Psycho, donc c'est pas très bien foutu niveau source. Bon on a qu'à tenter IMDb. Pareil. The Movie Database. Ok, pareil. Letterboxd. Pareil, mais au moins ils la mettent pas en réel de Psycho cette fois. Donc, Veronica Addison se joue elle-même, mais je trouve aucune trace sur internet de personnes liées au nom Veronica Addison. Et même pas de nom à mettre sur ce visage-là. J'ai beau chercher des informations sur cette personne, je ne trouve absolument rien. Enfin, je veux dire, Veronica Addison n'a l'air de n'avoir jamais existé, et cette personne, du coup, non plus. Enfin, est-ce que c'est une réalisatrice canadienne, du coup, ou est-ce que c'est une actrice étrangère, mais dont on sait pas le pays? Enfin, mais j'en sais rien. J'en sais rien et j'adore ça. Comprenez-moi. C'est sûr que je suis un peu frustré d'avoir passé de longues heures à chercher Veronica Addison, mais en même temps, je trouve ça fascinant de voir que les énigmes et les mystères de Psycho ne se limitent même pas à la diégèse. Qu'en fait, l'œuvre, elle est nimbée de mystères en elle-même. Et pour moi, ça, c'est vraiment ce qui fait un très bon documentaire. Je veux dire, c'est tellement étrange que ça a même fait tomber dans son piège des trucs comme IMDb, Mubi, etc., qui sont quand même des grosses institutions, et qui sont tombés dans le piège du film. Bon, c'était long. Psycho, c'est une œuvre extrêmement riche, dense et complexe. Et ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie d'en parler parce que Psycho, c'est surtout un film que j'adore. Du coup, c'était important pour moi de pas simplement faire un petit résumé du film puis une petite critique, mais de vraiment faire une analyse en profondeur d'un film parce que c'est vraiment un film qui mérite toute votre attention. Je ne sais pas si j'ai vraiment réussi à vous transmettre l'amour que j'ai pour ce film de Nagae qui m'obsède depuis presque 2 ans. Pour moi, c'est un condensé parfait de ce que peut offrir de mieux le documentaire en jouant parfaitement sur les limites esthétiques et narratives du genre. En effet, dans un documentaire, on ne va pas montrer directement un meurtre et un personnage ne va pas directement dire les raisons qui font qu'il a tué des gens ou comment il a fait pour tuer des gens. Donc il faut trouver des astuces pour pallier à ce manque d'informations directes et les communiquer de manière indirecte pour que le spectateur comprenne cette histoire cachée. Et dit comme ça, c'est extrêmement compliqué quand même. Et pourtant, vous l'avez vu, avec un regard actif sur le film, on peut comprendre la plupart des éléments qui font qu'en fait que Psycho a une histoire extrêmement bien cachée et beaucoup plus sombre. Et pour moi, cette richesse de l'arrière-plan et du sous-texte, c'est pas seulement la force de Psycho, mais c'est aussi la force du documentaire en règle générale. Et je suis extrêmement reconnaissant à Tengai Makyu Zero, qui est la personne ayant posté le documentaire en 2016 sur YouTube il y a 5 ans. Donc ça se trouve complètement oublié qu'elle l'avait fait. Et pourtant, sans cette personne, moi et de nombreuses autres personnes, on serait sûrement passé à côté du film.
Et si le film avait été posté ailleurs que sur YouTube, eh ben, ça se trouve, on n'aurait juste pas pu comprendre toutes les subtilités, parce que on est beaucoup d'anglophones ou de francophones qui ont regardé le film, qui connaissent pas toutes ces nuances sur le japonais, et on serait passé à côté de quelque chose. Donc c'est aussi la force de YouTube d'avoir mis ça, et j'en suis très content de l'avoir découvert sur ce site. Ce sont des formes d'art qui ne sont pas seulement faites pour leurs créateurs, qui sont faites pour jouer du public ou jouer avec le public, pour leur faire découvrir des histoires cachées, partir à l'aventure même dans certains cas, ou même remettre en question leurs croyances les plus fondamentales. Le but de l'art, c'est pas seulement d'exprimer ses émotions, c'est aussi de les partager, de partager ses envies de mystère et de partager son ressenti sur le monde, même si c'est de façon assez abstraite. Je sais que ça peut paraître un peu bête de dire ça sur un film dont le message caché est « Ah gogo, la maman c'est une psychopathe, elle va tuer les enfants », mais en plus de ces mystères, moi ce que je vois dans Psycho, c'est un drame profondément humain avec un père qui n'a jamais eu sa propre famille et qui arrive à resserrer en fait les liens d'une famille qui était à deux doigts de se briser. Et ça, ce serait pas des thématiques vers lesquelles je serais allé s'il n'y avait pas eu cet emballage un petit peu horreur autour du film. Donc même pour ça, pour moi, ce film il est important. Psycho, c'est pas un des films qui rentrera dans le panthéon mythique de la cinéphilie. Il finira jamais dans le top 250 de Letterboxd et il a pas rapporté des millions à son créateur. Mais pour moi, ça reste une œuvre extrêmement importante et très puissante en termes de mystère, de drame, de détails cachés. Et c'est un film que je garderai longtemps comme modèle pour mes propres créations. Ouh, et c'est fini. 3 heures de 3 heures de tournage, 2 batteries déchargées. Voilà, c'était un long tournage. Je pense qu'au montage, ça va peut-être être aussi long. Un mois du montage, dis-le moi. Oui, c'était long, oui. Donc j'espère que vous avez apprécié cette longue, parce que je suppose qu'elle sera longue vidéo sur Psycho. Moi en tout cas j'ai particulièrement apprécié la faire, j'ai particulièrement apprécié revoir le film, me plonger dans les commentaires YouTube pour découvrir toutes les significations, etc. que j'avais pas. C'était vraiment incroyable. Si vous n'avez pas vu le film et que vous avez quand même regardé la vidéo, déjà c'est pas très bien. Mais je vous conjure, allez voir Psycho, c'est vraiment incroyable. Bon, par contre, je vous le cache pas, il faut être un minimum anglophone parce que c'est uniquement en japonais sous-titré anglais. Donc voilà. Et voilà, partagez à fond cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que pour moi, pour l'instant, c'est la plus importante que j'ai fait de toutes celles sur ma chaîne. Donc partagez la vidéo à vos potes que vous connaissez qui regardent le documentaire. Personne fait ça. Mais bref, regardez. Partagez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, dites-moi votre avis, est-ce que vous avez regardé Psycho, est-ce que vous avez envie de voir Psycho, enfin moi ça m'intéresse de ouf, merci d'être là, et puis il y a pas grand chose en ce moment, il n'y a pas d'événement ou quoi, mais bonne journée, c'est déjà pas mal, je sais toujours pas comment finir mes vidéos, je suis désolé, salut! Twinkle, twinkle, star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light. Twinkle, twinkle, all the night. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light. Twinkle, twinkle, all the night. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.
最高